Je vais commencer cette vidéo avec une petite anecdote personnelle. Vers 2007, lors d'un triste après-midi au plein cœur de l'hiver, je traînais sans trop savoir pourquoi dans le rayon DVD d'occasion d'un cache converteur. À cette époque, comme beaucoup d'ados, j'étais paumé, mal dans ma peau, mal dans ma tête, et bien parti pour continuer sur cette lancée. Et comme souvent dans ces périodes un peu grises, on cherche quelque chose, on cherche des trucs qui collent à l'ambiance. Juste pour vous remettre dans le contexte, il faut bien comprendre qu'à l'époque, dans les années 2000, avant l'arrivée de l'internet de masse et toutes ces vidéos de motivation avec ces influenceurs, ces pros du développement personnel, et tout le mindset positif qui a fini par en découler, eh bien à l'époque, quand t'étais mal dans ta peau, on t'enfonçait. C'était devenu une habitude, une quasi-institution non officielle. Tu ne trouvais aucun soutien parce que personne n'avait vraiment envie de te soutenir. À l'époque, on était encore un petit peu dans le délire sélection naturelle. Si t'es trop faible pour ce monde, tant pis pour toi. Un vestige du XXe siècle qui a perduré pendant un petit moment, mais dans une époque d'austérité, d'une certaine forme de froideur, et d'une certaine forme d'absence totale d'espoir. Car au niveau économique, c'était un petit peu ça dans les années 2000. Donc, eh bien, quand t'étais pas au top, t'écoutais de la musique sombre, des morceaux déprimants, tu regardais des films encore plus noirs, plus glauques, qui venaient nourrir ton mal-être plutôt que de le soulager. À cette époque, rien ou presque n'était là pour te relever. Au contraire, en réalité, tout contribuait à t'enfermer un peu plus dans ta bulle de mélancolie. Tous ceux qui ont grandi à cette époque et qui se sentaient pas très bien doivent très bien comprendre à quoi je fais allusion. Bref, à l'époque, mon instinct me poussait à une seule chose, dénicher un film qui pourrait potentiellement, on va dire, s'accorder avec mon mood. J'avais besoin d'un truc bien dur, bien déprimant, quelque chose qui laisse un nœud à l'estomac quand le générique défile. Et puis surtout, je cherchais un film pas trop cher non plus. Je fouillais donc dans ce casier minable où s'entassaient des dizaines de DVD vendus pour 1 ou 2 balles, souvent des films produits par des studios un peu louches. Le genre un peu qui tentait de copier des chefs-d'œuvre des années 90. Au début des années 2000, une bonne partie des DVD qui étaient mis en vente occupaient cette niche. Bref, au milieu des cadavres de direct ou DVD, mes yeux sont tombés sur cette jaquette. Open Water. Il faut le dire, cette jaquette tranchait avec tout le reste. Ici, pas de monstre géant en 3D, pas de maquette de bâtiment qui explose, pas d'acteur hollywoodien has-been télescopé en Europe de l'Est pour tourner des films d'action ultra clichés, low budget. Non, juste cette image. Une image glaciale. Un couple perdu en pleine mer, avec rien autour. Pas un bateau, pas une terre à l'horizon, rien que l'océan à perte de vue. Un ciel menaçant qui semble déjà annoncer une histoire funeste. Et sous leurs pieds, on imagine les abysses, l'inconnu, l'infini noir, ce gouffre silencieux, cette espèce d'univers qui avale tout et qui ne range jamais rien. Je me souviens être resté là, le DVD dans la main, le fixer pendant de longues secondes. Je n'avais même pas encore lu le résumé, je connaissais rien de l'histoire, mais quelque chose dans cette simple image m'avait saisi. Un malaise psychologique et même physique. C'était comme un vertige venu des profondeurs. Comme si, rien qu'en regardant cette jaquette, j'étais déjà aspiré par cet océan qui cherchait à m'engloutir. Sans même chercher à regarder le dos de cette jaquette pour connaître l'histoire, j'ai foncé vers la caisse pour finaliser l'achat du dit DVD. Et une fois arrivé dans ma chambre, je lance le film après m'être emmitouflé dans ma couette. Je savais que j'allais voir un truc qui allait me mettre un beau coup de pression. Exactement ce que je cherchais. Et je peux vous dire franchement, ça n'a pas raté. Parce qu'une fois le film terminé, j'ai éteint ma petite télé, j'ai coupé mon lecteur DVD, et je suis resté là, dans le silence. J'étais pas vraiment éveillé au sens classique du terme, mais plutôt secoué, vidé, parce qu'au fond, au-delà de la fiction, ce que je venais de voir avait un goût beaucoup trop réel. On regarde un peu trop souvent les films d'horreur avec cette petite barrière mentale rassurante en se disant « tout ça, c'est que du cinéma ». Mais pas cette fois, chers amis. Pas cette fois. Parce que l'histoire d'Open Water a vraiment eu lieu, dans notre monde, avec des vrais gens. Et les deux visages que l'on aperçoit perdus dans l'immensité de l'océan, derrière eux se cachent de véritables identités, et surtout de véritables victimes. Un couple abandonné en pleine mer, seul, face à l'indifférence des vagues. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter leur histoire. Ou plutôt, le calvaire de Tom et d'Eileen Lonergan. Alors avant d'entrer dans le cœur de l'histoire, il faut qu'on s'arrête un instant pour parler du film. Open Water, donc, un film qui aura glacé le sang de tous ceux qui l'ont vu. Et attention, hein, pas avec des effets spéciaux, pas avec des jumpscares faciles, rien de tout ça. Pas de fantômes, pas de zombies, pas de fantastique, rien du tout. Quelque chose, j'ai envie de dire, d'encore pire. Une peur primitive, viscérale, une peur de moins en moins palpable dans notre société surconnectée. La peur de l'abandon. Mais genre de l'abandon absolu. La peur d'être seul, au milieu de nulle part, dans une étendue d'eau infinie, où l'homme n'est qu'un intrus, un objet minuscule au milieu de l'immensité marin, un endroit où nous nous transformons en pantin désarticulé qui se fait bousculer et porter par les courants, et surtout un secteur où nous devenons une proie de tous les instants. Et sachez que cette peur, elle a été mise en scène par un inconnu avec aucun film, aucune production à son actif,
un certain Chris Kentis. Avec l'aide de sa femme, Laura Lowe, ils financeront eux-mêmes ce projet fou, porté uniquement par leur passion commune pour la plongée sous-marine. Le budget pour ce film s'est élevé à peu près à 130 000 $, soit à peu près tout ce qu'ils possédaient. Une somme ridicule dans une industrie où la moindre comédie romantique dépasse les 30 millions de $. Et on peut le dire, le tournage fut spartiate, souvent réalisé les week-ends pendant les congés avec un budget serré jusqu'à l'os et une équipe réduite au minimum, littéralement, 2 à 3 personnes sur place, pas plus. Pas de gros moyens, pas de studio, beaucoup de scènes filmées en mer, en milieu naturel avec des vrais requins, et pour apporter un maximum de crédibilité au film, Chris Kentis et Laura Lowe ont travaillé en étroite collaboration avec des experts marins pour tourner les scènes sous l'eau. Les requins, eux, étaient déjà relativement habitués à la présence humaine. Pourtant, le couple admet qu'il y avait malgré tout une part d'imprévu dans chaque plongée. La plupart des requins étaient des gris de récif et des requins taureaux, d'une taille allant de 2 à 3,50 m. Il y en avait par moment une quarantaine, voire même peut-être une cinquantaine. Et oui, on peut dire qu'on a eu quelques rencontres imprévues avec certains d'entre eux. D'ailleurs, dans Open Water, l'eau n'est pas qu'un simple décor. C'est un personnage à part entière. Une eau présente à chaque seconde, belle et fascinante sous le soleil, mais monstrueusement imprévisible dès que l'espoir commence à vaciller. Toujours changeante, insaisissable, presque vivante. Chris Kentis lui-même le résume parfaitement. Même si l'homme aime s'amuser, nager, se détendre au bord de l'eau, la mer n'est pas son monde. C'est un environnement qui n'est pas fait pour lui. Là-dedans, il est faible, vulnérable. Sa perception, ses réflexes, tout ce qui le rend maître sur Terre devient inutile ici. Dans l'eau, l'homme redescend tout en bas de la chaîne alimentaire. Mais ça, malheureusement, c'est comme pour tout, on le comprend que quand on y est confronté. Et pour rappel, l'année du tournage s'est déroulée vers 2002, une époque où la technologie était bien présente, mais encore à ses débuts, si on peut dire, si on doit comparer avec ce que l'on voit dans la décennie 2020. Là, on n'est pas dans une forêt avec la civilisation à quelques kilomètres, comme ce fut le cas pour le projet Blair Witch, sorti à peine 3 ans avant. Là, on est en pleine mer, avec rien autour, et une vie luxuriante tout en bas de la ligne de flottaison. Tout en bas et tout autour. En tout cas, le tournage n'a pas dû être simple, vous imaginez. Il faut noter que, malgré le grain numérique qui rappelle un peu ce qu'on a vu dans 28 jours plus tard, on constate que le film résiste plutôt bien à l'épreuve du temps. Plus de 20 ans après, il refuse toujours autant de vieillir. Pour autant, ce minimalisme, ça sera leur force. L'absence de moyens crée ici une tension brutale, un réalisme dérangeant qui colle à la peau. Tout y est froid, brut et surtout crédible. Ça renforce cette proximité avec les personnages, on a presque l'impression d'avoir affaire à une sorte de documentaire. C'est une sorte en fait d'amateurisme pro qui vous met mal à l'aise. D'un côté ça vous met mal à l'aise, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder. Le film aura fait ses premières vagues littéralement au Festival international du film des Hamptons en octobre 2003, avant d'arriver à Sundance en janvier 2004. C'est là qu'il tape dans l'œil des studios Lionsgate, qui flairent immédiatement le potentiel malsain du projet. Le studio rachète les droits pour un peu plus de 2 millions de $, un investissement dérisoire qui se transformera vite en jackpot, car à la sortie officielle en juin 2004, Open Water devient un petit phénomène. Un petit d'accord, mais un phénomène quand même. Parce qu'en effet, à chaque visionnage, ça ne rate jamais. C'est le malaise. La peur dans ce qui se fait de plus pur, la vraie, celle qui n'a besoin ni de monstres, ni de surnaturel, celle qui nous confronte simplement à notre propre vulnérabilité. Avec ce film, on réapprend, voire même on apprend que, face aux éléments, nous ne sommes rien. Face aux éléments et surtout, face à l'immensité du monde. Ou plutôt l'immensité de l'océan. Et pour en rajouter à l'ambiance, il faut qu'on parle du casting. Un casting à l'image du projet, vu qu'on a affaire là aussi à des inconnus du grand public. Blanchard Ryan et Daniel Travis incarnent ici Suzanne et Daniel, un couple usé par la routine moderne. Leur histoire commence par un voyage aux Bahamas, une tentative de réconciliation, un séjour pour retrouver un peu de lumière au milieu de leur quotidien qui s'effrite. Tout semble d'abord parfait, la plage, le soleil, les eaux translucides, mais sous cette carte postale plane déjà une tension sourde. On sent le malaise entre eux, la communication est maladroite, les sourires forcés, comme si cette escapade était leur dernière tentative de raviver une flamme vacillante. Et malheureusement pour eux, les tensions qu'ils subissaient au sein de leur couple ne seront absolument rien à côté du calvaire indescriptible qu'ils seront amenés à subir. Très vite après leur arrivée, ils embarqueront pour une sortie en plongée, au large de la barrière de corail à quelques kilomètres des côtes australiennes. Une routine bien huilée pour les moniteurs. Les plongeurs s'équipent, forment des binômes et disparaissent sous la surface, fascinés par la faune marine qui danse autour d'eux. Les minutes passent sous l'eau, puis les binômes remontent, les uns après les autres. Malheureusement, dans l'organisation humaine parfois, la mécanique est faillible. Et cette mécanique prendra la tournure d'un piège. Un piège qui se refermera sur eux, doucement mais sûrement. Un simple mauvais comptage de la part des moniteurs, un chiffre mal noté, une petite distraction anodine mènera à un drame et même une tonne de souffrance. En effet, le bateau lèvera l'ancre et s'éloignera pour retourner sur le continent, vers la civilisation, sans le couple d'amoureux.
Quelques minutes après le départ du bateau, Suzanne et Daniel émergent et le groupe est déjà loin. Juste un point minuscule, de plus en plus lointain. Le silence autour d'eux devient pesant, les rires et l'enthousiasme palpable des autres vacanciers ont disparu. Seuls restent les vagues et le battement régulier de leur propre respiration. On les a oubliés et personne sur le bateau semble remarquer leur présence. Les minutes s'étirent, 1 heure passe, puis 2. La panique commence à s'installer, doucement, insidieusement, et l'espoir de revoir le bateau revenir, comme dans un film avec le capitaine qui agite le bras, ça commence à se volatiliser. Ils crient, ils appellent au secours, mais personne ne les entend. Le courant les emporte doucement vers le large. Sous eux, des ombres commencent à bouger dans l'eau. Méduses, poissons, requins. Doucement, l'océan reprend ses droits, et il montre qui est le patron. Les voilà piégés, seuls, prisonniers d'une étendue infinie où le moindre bruit sous-marin devient une menace invisible. Perso, j'ai cessé de compter les scènes qui me mettaient mal à l'aise. Le passage avec les méduses, les moments où on voit les requins tâter le couple avec leur museau, la tension, la peur qui s'installe, la panique du mari. Vraiment, je tiens ce film pour responsable dans la paranoïa que j'éprouve quand on me propose d'aller faire un tour en plongée dans la mer, parce qu'on m'a déjà proposé, et j'ai déjà dit non parce que j'ai repensé à ce film, franchement. Ce film m'a un peu vacciné parce que ce que subissent ces personnages est tout simplement atroce. Mais le pire là-dedans, le plus terrifiant, le plus angoissant, c'est que ce qui est montré dans ce film, eh bien, c'est inspiré d'une histoire vraie. Une histoire qui est arrivée pour de vrai, à de vrais individus, comme vous et moi. Le film est directement inspiré du cauchemar vécu par ce couple d'Américains dont j'ai parlé en début de vidéo. Car oui, c'est jusqu'ici on vous a sorti un narratif qui semble être de l'ordre de la fiction. L'origine de cette histoire prend place dans notre monde, le monde réel. Alors maintenant, laissez-moi vous parler de ce couple. C'est une manière pour moi de lui rendre hommage, alors retenez bien leur visage pour qu'ils fassent encore un petit peu partie de notre monde. Avant de devenir les visages tragiques d'une disparition en pleine mer, Tom et Eileen Lonergan menaient une existence simple, discrète, presque ordinaire. 2 âmes paisibles, unies par un amour sincère du voyage, de la découverte et d'une curiosité profonde pour le monde qui les entourait. Tous 2 diplômés de l'Université d'État de Louisiane, ils partageaient la même vocation, l'enseignement. Tom enseignait les sciences humaines et l'anglais, Eileen, elle, enseignait la biologie et les sciences naturelles. 2 profs passionnés par la transmission du savoir qui avaient décidé très tôt de mettre leurs compétences au service de quelque chose de plus grand. Animés par cette volonté de donner un sens concret à leur métier, ils rejoignent le Peace Corps, le fameux corps de la paix américain, une organisation humanitaire qui envoie des volontaires dans les régions les plus reculées du globe. Dans les années 90, ils vivaient loin de leur Louisiane natale, sur des îles perdues au cœur du Pacifique, aux Fidji et sur l'atoll de Tuvalu. Là-bas, entre les lagons et les récifs, ils enseignaient dans des écoles locales, modestes, au contact de communautés isolées, partageant leur savoir, apprenant de nouvelles cultures, s'adaptant aux conditions parfois rudimentaires d'un mode de vie insulaire. Leur quotidien était très loin de celui des grandes métropoles. Ils vivaient au rythme du soleil, de l'océan, des saisons tropicales, immergés dans un environnement naturel et luxuriant, mais aussi exigeant. Là-bas, au milieu de ces étendues d'eau infinies, ils se sont peu à peu rapprochés de la mer. La plongée sous-marine devient pour eux plus qu'un loisir, c'est un véritable rituel, un espace de calme, de contemplation, un échappatoire aux obligations du quotidien, le silence des profondeurs, les couleurs éclatantes des coraux, la danse lente des poissons tropicaux. Tout cela participait à cette fascination qu'ils nourrissaient pour le monde sous-marin. Non pas comme 2 touristes fortunés, mais comme 2 aventuriers du quotidien. Curieux, humbles, en quête de nouvelles expériences. Ce voyage autour du globe, ils l'envisageaient comme une récompense, une transition avant de peut-être, un jour, fonder une famille, ou reprendre une vie plus sédentaire. Mais en ce début d'année 1998, leurs pas les conduisent en Australie. Là, sur la côte est du Queensland, face à l'immensité de la grande barrière de corail, ils s'offrent quelques jours de repos dans un cadre paradisiaque. Un décor de rêve, un océan de bleu éclatant, un ciel sans nuages. Et ni eux, ni personne ne pouvaient s'imaginer qu'ils embarqueraient dans leur dernière plongée. Le 25 janvier 1998, ils embarquent à bord du MV Outer Edge, un bateau de plongée parmi d'autres. En tout, 26 plongeurs montent à bord. L'ambiance est détendue, c'est la routine pour les moniteurs. Personne ne se doute encore qu'une erreur minuscule est sur le point de se produire. Un simple détail. Et dans l'océan, chaque détail peut aboutir sur une condamnation à mort. Ils plongent ensemble, en binôme. Sous la surface, le spectacle est fascinant. Les coraux multicolores, les poissons tropicaux, les raies qui glissent dans les courants. Et ils sont loin de se douter qu'à la surface, leur sort vient d'être scellé. Exactement comme c'est montré dans le film, pendant que notre couple nage dans les profondeurs, le comptage des plongeurs s'effectue mécaniquement à bord. Sauf que là, un mauvais décompte, un oubli, et le bateau lève l'ancre. Il s'éloigne doucement d'abord, puis disparaît à l'horizon. Quand Tom et Eileen remontent à la surface, ils ne voient plus que de l'eau à perte de vue, pas un bateau, pas de silhouette au loin, rien. Juste le bleu,
le bleu à l'infini. Le genre de bleu que vous ne pouvez même pas conceptualiser, même dans vos cauchemars. Et vraiment, retenez bien que les événements funestes qui sont montrés dans ce film ont été vécus par deux êtres humains. Je suis même sûr qu'au départ, ils ont dû s'imaginer que c'était une mauvaise blague. À leur place, je me serais dit, non mais là, ils déconnent, ils font semblant, ils vont revenir, ils ont forcément dû s'en rendre compte qu'on n'était plus là. Sauf que là, non. Le temps passe. 1 heure, 2 heures, 3 heures, toujours rien. Le vent souffle, les courants les éloignent lentement, inexorablement. Moi personnellement, à l'époque, quand j'ai vu le film, j'étais complètement stupide. Je pensais que quand vous étiez dans la flotte, eh bien, vous ne bougiez pas, littéralement. C'est-à-dire que on vous abandonne à un point, vous ne bougez pas de ce point. Or, si, vous bougez parce que les vagues vous emmènent. Au départ, ils avaient un point de repère juste au-dessus des coraux, et puis quelques minutes après, quelques heures après, ils étaient déjà à des centaines de mètres. C'est pas comme si vous vous dites, bon bah, je suis là, je vais pas bouger, je vais rester là en attendant que le bateau revienne, parce que même s'il revient, d'ici là, vous aurez le temps d'être dévié sur peut-être des dizaines de kilomètres. Et pendant qu'à la surface, ça se pose des questions absolument atroces, en bas, la vie suit son cours. Les poissons les frôlent sans arrêt, les méduses dérivent doucement, et parfois d'étranges ombres menaçantes passent dans les profondeurs. Des ombres silencieuses, lourdes et surtout curieuses. Et puis, la nuit finit par tomber. Et là, j'ose imaginer que c'est pour de bon que le cauchemar commence. L'obscurité totale, le froid qui pénètre les os, le bruit sourd des vagues qui s'écrasent, le clapotis incessant autour de leur tête. Et vous imaginez bien que dans ce genre de cas de figure, c'est juste impossible et même impensable de trouver le sommeil. Chaque minute deviendra un combat contre les crampes, contre l'épuisement. Les poumons endoloris à force d'appeler à l'aide, dans l'espoir qu'un bateau passe. Ils s'accrochent l'un à l'autre, mais leurs forces commencent à faiblir. L'eau salée brûle la bouche et les lèvres, la déshydratation s'installe. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous, vous mesurez pas à quel point la déshydratation, c'est quelque chose d'abominable. Vous vous êtes déjà réveillé à 2-3 heures du mat, le gosier complètement sec, dans ce genre de cas de figure, vous vous jetez directement sur votre bouteille d'eau à côté de votre plumard, ou alors vous vous levez pour aller boire un coup au robinet. Vous prenez à peine 2 gorgées et vous avez déjà l'impression de ressusciter. Bon et bien là, imaginez un petit peu le délire. Entouré d'eau salée, ça fait des heures et des heures qu'ils n'ont pas bu une seule goutte d'eau douce, et partez du principe qu'ils ont la combinaison de plongée sur eux. Et quiconque a nagé un petit peu avec ce genre de combinaison sait à quel point c'est fatigant. Donc vous avez le métabolisme qui est complètement cramé, vous crevez de soif parce que vous avez dépensé énormément d'énergie, la plongée c'est extrêmement fatigant. Ce qu'ils ont vécu devait être absolument infâme. Le couple dérive au gré des courants, sans aucun repère, l'horizon a complètement disparu, le temps n'existe plus. Au matin du 2e jour, dans un ultime sursaut d'espoir, ils inscrivent un message de détresse sur une ardoise de plongée. Lundi 26 janvier, 8h du matin. Aidez-nous, venez nous sauver avant qu'on meure, au secours. Un message déchirant qui ne sera retrouvé que des semaines plus tard, dérivant lui aussi au gré des marées. Pendant ce temps, à terre, personne ne s'inquiète encore. Tenez-vous bien, leur absence ne sera remarquée qu'au bout de 48 heures. 2 jours d'avance sur l'océan, 2 jours où les vagues ont pu les emporter toujours plus loin de la côte. Et vous imaginez bien qu'à moins d'avoir un bateau qui passe à quelques mètres, il n'y a statistiquement aucune chance pour qu'il soit repéré au loin. Quand les secours sont enfin alertés, c'est déjà trop tard. Des recherches aériennes et maritimes sont lancées, 5 jours de fouilles intensives, des hélicoptères, des bateaux, des plongeurs, mais rien, le vide. Et puis, peu à peu, quelques débris réapparaissent, un détendeur, une palme, une combinaison de plongée de femmes rongées par les parasites et les coraux. Tenez-vous bien, on a retrouvé des traces de leur équipement à plus de 100 km de là où ils ont été abandonnés. On a retrouvé des objets, mais aucun corps. Le couple Lonergan a définitivement disparu de la surface de la Terre, avalé par l'océan. La nature a effacé toute trace humaine, ne laissant que des indices épars ces quelques questions. Et la question principale c'est, combien de temps ont-ils tenu réellement? Les experts estiment qu'ils auraient pu tenir entre 36 et 72 heures maximum, grand maximum, luttant contre l'hypothermie, la déshydratation et l'épuisement total. Je veux dire, essayez de vous imaginer un petit peu les vagues qui vous bousculent et qui vous écrasent sans arrêt, et un soleil qui vous tape dessus non-stop. Peut-être ont-ils fini par sombrer d'eux-mêmes, incapables de flotter plus longtemps. Peut-être ont-ils été frappés par surprise et séparés par une immense vague en pleine nuit. Peut-être ont-ils été victimes de l'une des nombreuses créatures tapies sous la surface. En effet, des requins rôdaient dans la zone, et certaines marques retrouvées sur les combinaisons laissent à penser une potentielle attaque. Et est-ce que j'ai besoin de vous rappeler le genre de créatures qu'on est amené à croiser dans les eaux australiennes? Certains, bien plus tard, évoqueront d'autres théories. Un départ volontaire, une fuite. D'autres parlent d'un suicide réfléchi, citant des extraits sombres retrouvés dans le journal intime de Tom. Tom y aurait déclaré « À partir de maintenant, ma vie ne peut que se dégrader jusqu'à mes funérailles. » Mais entre nous, qui n'a pas déjà eu ce genre d'idée au moins une fois dans sa vie? Certains y pensent même tous les jours sans pour autant passer à l'acte.
Une chose est sûre, la famille et les proches refutent catégoriquement cette version. Ils affirment que le jeune homme n'avait aucune intention suicidaire sérieuse. Et enfin surgit la théorie la plus étrange et la plus positive, une fuite volontaire et maquillée. Des témoignages rapportent qu'un couple d'apparence similaire aurait été aperçu quelques jours plus tard, embarquant sur un autre bateau de croisière, dans une région proche. Ont-ils simulé leur propre disparition? Ont-ils fui leur vie pour recommencer ailleurs, sous une nouvelle identité? On peut l'imaginer, mais jusqu'ici, on n'a aucune preuve sérieuse, aucun élément, rien. Simplement le mystère du côté de certains qui cherchent une happy ending. Mais en attendant, il n'y a qu'une seule certitude que l'on possède. Ce couple a bien disparu, d'une manière ou d'une autre. Quel intérêt réel de simuler une disparition? Quel intérêt de faire souffrir inutilement des proches? Le couple a sans le moindre doute été avalé par l'océan. Perdu dans un univers où l'homme n'est rien, où la mer prend exactement ce qu'elle veut, quand elle veut, où chaque vague efface la mémoire de la surface du globe. On pense dominer les éléments lorsque nous sommes en surface, mais comprenez bien que si la mer le décide, elle est capable de vous aspirer pour vous envoyer au fond des abysses. Et pendant que vous écoutez cette histoire, confortablement installé, bien au chaud, peut-être même sous votre couverture, il faut se souvenir que pour eux, il n'y avait rien de tout ça. Pas de terre ferme, pas de refuge, juste l'infini sous leur taille. Et s'il y a bien quelque chose qui ne risque jamais de sombrer dans l'oubli, c'est ce que cette histoire révèle. Pas les détails, pas les causes exactes de leur disparition, mais de ce que ça éveille en nous. La peur absolue, la peur la plus primaire, celle d'être seul, complètement perdu, abandonné, loin de tout. Loin de cette civilisation que parfois vous plaisez à critiquer. Une critique dans le confort de votre chambre, à quelques pas de votre frigo qui est juste plein à craquer. Imaginez un petit peu ce qu'a pu éprouver ce couple, ce qu'ils ont pu ressentir lorsqu'ils ont définitivement pris conscience que leur destin était scellé. Au cœur, littéralement, d'un environnement qui n'a pas la moindre notion de pitié ou de quoi que ce soit. L'océan, il ne vous veut aucun mal, il ne veut rien. L'océan est ce qu'il est. Il vous laisse seul avec votre respiration, votre fatigue, votre peur, et puis il vous avale. Chaque vague devient un mur de plus en plus lourd à porter, chaque nuit revient à se perdre dans l'immensité de l'espace. Et le plus terrifiant, c'est l'inconnu qui se déroule à quelques kilomètres, voire à quelques centimètres de vos pieds. Une menace invisible qui ne se prononce pas, qui n'offre aucun bruit, aucun indice d'approche. Et lorsque ce drame est arrivé en 1998, vous étiez sûrement chez vous, bien au chaud, à l'école, au travail. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés, mais eux, en revanche, ils étaient bien là. Ils dérivaient quelque part dans cette immensité sans repère. En pleine journée, le soleil tapait leur visage sans qu'ils puissent s'abriter avec quoi que ce soit. L'omniprésence de l'eau salée, couplée à la déshydratation, leur déchirait la gorge. Le clapotis des vagues leur rentrait dans les yeux, dans les narines. Et ensemble, ils attendaient. Ils se tenaient la main, ils se prenaient dans les bras en pleurant. Et ils dérivaient. Encore et encore. Et la nuit, ils devaient se maintenir l'un contre l'autre pour se reposer. L'un devait s'assoupir quand l'autre restait éveillé pour flotter. Et lorsque l'un d'entre eux devait se réveiller après à peine 5 minutes de sommeil mouvementé, le retour à la réalité devait être absolument infâme. Ils ne se réveillaient pas d'un cauchemar. Leur vie était devenue un cauchemar. Progressivement, l'espoir s'est effacé, complètement. Et la mer a fini par les prendre. Lorsque c'était le bon moment, lorsqu'à bout de force, ils ont fini par abandonner. Loin de chez eux, loin de leur famille, loin de tout. Une fin lente et pleine d'agonie, avec au cœur de tout ça, l'indifférence totale et absolue de la nature. Un sort qu'aucun monstre de cinéma ne peut égaler. Ici, il n'y avait ni tueur en série calculateur, ni démons malveillants, ni créatures fantastiques, juste l'océan. Et au final, c'est peut-être ça la véritable force du film Open Water. Ce film n'a pas été fait pour faire peur gratuitement, ni pour divertir avec des monstres inventés ou des effets spectaculaires. Il a été conçu comme un hommage glaçant et pudique à ce couple, Tom et Eileen Lonergan, dont le calvaire s'est perdu quelque part, au large, dans le silence des abysses. Un rappel qui rappelle brutalement que parfois, l'horreur la plus absolue ne vient pas de créatures imaginaires, mais simplement de la fragilité de notre propre condition d'être humain. Parce qu'au fond, l'homme n'est qu'un invité dans l'océan, un invité de passage, minuscule face à l'immensité des éléments. Vous l'avez bien vu, il suffit d'une simple erreur de comptage, d'un oubli, d'une minute de distraction, et tout bascule. Et en racontant cette histoire, Chris Kentis et Laura Lowe ont voulu graver dans la mémoire collective le souvenir de ces deux âmes disparues, donner un visage, une voix à ce qu'on a trop vite oublié. Leur œuvre est devenue bien plus qu'un film. C'est un avertissement. Un avertissement sur notre propre vulnérabilité. Nous sommes tout petits et il suffit d'un rien pour nous faire disparaître. Et nous, dans tout ça, nous ne devons pas oublier. Vous ne devez pas oublier. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous. Ciao.